l'université d'été organisée par EQUAS International. Euh, vous avez été présent lors de l'ouverture officielle qui a eu lieu de 15h à 17h. Et à présent, nous allons passer à une table ronde autour de la thématique de la justice algérienne à l'épreuve des droits humains, qui sera animée par Madame Nassera Dutour à ma gauche et Maître Aïssa Rahmoun à ma droite. Mais avant de passer à cette table ronde, justement, nous avons une contribution, une lettre contributive des avocats algériens, et on va procéder à une petite lecture de cette contribution avec les membres ici présents. Donc, je te préviens, tu vas lire une partie, donc suis le fil pour ne pas rater ta partie. Tu vois, on fait participer tout le monde à l'arrache, mais on fait participer tout le monde. C'est de la pratique. Voilà. En fait, c'est pour vous confronter à l'exercice de la défense des libertés dans les pays du Maghreb, en Algérie notamment, où tout se fait à l'arrache, hein, comme aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on risque beaucoup moins. Donc, vous inquiétez pas. On commence par cette lecture des contributions d'avocats algériens et Adel Bouchagrin va se coller le premier à la lecture. Il sera suivi par Madame Esmahan, puis Madame Smati Ahmed, et puis on finira avec Ilyes Jbaili sur la dernière partie. Comme ça, tout le monde est prévenu à l'avance. Adel, viens, je te donne un deuxième micro. Ça va? Non? Ça, c'est la procédure. معليش. Il n'y a pas de souci. Ils ont dit non. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Donc après, pardon? Oui, non, dis-moi. Mets-moi au courant. Garde le silence. Mais non, on n'est pas dans un tribunal, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a un avocat. C'est bon, D'accord, ah oui, c'est vrai. Voilà, Très bien. Bonjour à toutes et tous. Bon, c'est Oxero à la dernière minute. Franchement, oui, tu mérites d'être nommé instructeur à l'ENA ou à Sciences Po. C'est-à-dire le Fouad, Je n'étais pas sollicité parce que je voulais dire pour ne pas dormir. Voilà. Bon, moi, c'est pas un problème, mais Chaouké, tu l'as présenté comme consultant en communication. C'est moi qui ai demandé. Il te redirige vers la justice. C'est pas grave, on apprend tous les jours. Alors, moi, je vais vous lire une petite contribution de Maître Nordin Ahmed sous le titre de la situation de la défense des détenus politiques. En Algérie, le traitement de la question de la défense des détenus politiques passe inexorablement par l'histoire de la défense des détenus politiques qui est liée directement à la révolution pour l'indépendance de l'Algérie. Durant la Révolution, un collectif d'avocats fut mis en place par le FLN, le Front de Libération Nationale, pour défendre des militants et autres nationalistes face à la répression coloniale qui contenait en son sein des avocats étrangers. L'espoir de voir une Algérie telle qu'elle a été prônée au cours du mouvement national et surtout par la déclaration du 1er novembre 1954 s'est évaporé dans les premiers mois d'indépendance, d'où le besoin de recourir à cette pratique de lutte pour construire un état de droit. Cela nous mène directement aux événements qui ont marqué l'histoire de l'Algérie indépendante, où des collectifs d'avocats se sont constitués pour défendre des détenus politiques concernant les événements du printemps berbère, l'affaire Bouyané, l'affaire des dirigeants du Fils pendant la décennie noire, les événements de la vallée du Mzab et ceux du mouvement des changeurs. Quant à ces deux derniers, c'est-à-dire aux événements de la vallée de la Somme et ceux du mouvement des changeurs, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, la LADDH, et le réseau des avocats pour la défense des droits humains, RADDH, ont joué un rôle déterminant. L'annonce du 5e mandat de Bouteflika, malgré son état de santé,
a provoqué un choc considérable au sein de la société algérienne pour exprimer le refus de cet état de fait et aussi du dictat imposé par le régime installé depuis l'accès de l'Algérie à l'indépendance. Les Algériennes et les Algériens ont décidé d'envahir les espaces publics par des marches gigantesques chaque vendredi, voire même plus de 2 sorties par semaine, où le nombre dépassait parfois les 20 millions à partir d'un certain 22 février 2019, un événement à qui on a donné un nom, le Hirak. Pour combattre cette volonté populaire, les autorités ont choisi, comme d'habitude, la répression. À partir du mois de juin 2019, une campagne d'arrestation a été déclenchée pour avoir brandi l'emblème amazigh. À partir de là, et pour faire face à cette répression, un collectif d'avocats pour la défense des droits des détenus d'opinion est né d'une manière officielle, c'est-à-dire sur la base d'une résolution de l'Union des organisations régionales des avocats, patronnée par 5 bâtonniers de l'époque. Un collectif qui est resté debout malgré l'ampleur des arrestations, et ce, depuis l'arrêt des marches à cause du Covid qui a été bien exploité par les autorités qui ont mis sur pied un arsenal juridique. Il a été renforcé davantage à partir du mois de juin 2021, où le nombre des détenus d'opinion depuis dépasse les 220 et qui est resté pratiquement au même niveau jusqu'à ce jour. Par contre, le nombre du collectif d'avocats a connu une régression considérable. Pour terminer, il y a lieu de faire une distinction entre les détenus politiques et les détenus d'opinion. Amnesty International fait la distinction suivante. Un prisonnier politique est une personne emprisonnée pour des faits ou motifs politiques, c'est-à-dire pour s'être opposé par des actions violentes ou non au pouvoir en place, autoritaire ou non, de son pays, internationalement reconnu ou non. Un prisonnier d'opinion est une personne emprisonnée non pour avoir agi, mais pour avoir simplement exprimé ses opinions ou convictions. C'était la contribution de Maître Nordin Ahmed, avocat militant des droits de l'homme et membre du collectif pour la défense des détenus d'opinion en Algérie. Je vous remercie. Merci Adel pour cette lecture de la première contribution. Donc effectivement, j'ai fait une erreur à ces contributions avec S. Il y a plusieurs contributions, je ne les ai pas sous les yeux, donc je n'ai pas les différentes thématiques. Par contre, je sais l'ordre des personnes qui vont lire. Et donc là maintenant, c'est Madame Ismahan Aït Messaoud qui va nous lire une deuxième contribution et qui va nous informer de la thématique de cette contribution, une fois qu'elle sera des nôtres. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, pour l'encourager. Alors, je vais lire la contribution de Maître Zakaria Ben Mahraj. C'est un militant des droits humains, mais aussi avocat algérien, avocat de Nasser Al-Bikr. Donc, je commence par l'introduction, bien sûr. Je commence par le commencement. Oui. Pardon. Je projetais la contribution. Ok. Que les gens puissent lire. Ok, et je me mets. Juste à son Ok. Dehors. Non. Alors, je reprends. Donc, commençons par le commencement. Le nouveau Code de procédure pénale 2025 constitue une réforme majeure pour l'organisation de la justice pénale en Algérie. Toutefois, plusieurs dispositions posent des difficultés sérieuses quant à leur conformité avec la Constitution algérienne révisée en 2020. Oui. Oui. C'est pas la bonne contribution projetée. Ah, c'est pas moi qui. Non, toi, tu es toujours comme d'habitude, tu es parfait, c'est génial, super lecture. C'est moi. C'est la C'est analyse critique du nouveau code de procédure pénale. Code pénal, c'est ça. Exactement, analyse critique, oui. Code de procédure pénale. Ouais, code de procédure Très bien. pénale. Donc, je recommence. Parfait. Ok, alors, je recommence.
Le nouveau Code de procédure pénale 2025 constitue une réforme majeure pour l'organisation de la justice pénale en Algérie. Toutefois, plusieurs dispositions posent des difficultés sérieuses quant à leur conformité avec la Constitution algérienne révisée en 2020 et les conventions internationales ratifiées, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention des Nations unies contre la corruption. L'analyse suivante met en évidence les principales limites du nouveau texte et propose des pistes d'amélioration afin de renforcer la protection des droits fondamentaux et l'indépendance du pouvoir judiciaire. Action publique et civile, article 08. Le Code exige une plainte préalable d'organes sérieux, sociaux, pour engager des poursuites en matière de corruption ou de vol. Cette restriction réduit le rôle des citoyens et des lanceurs d'alerte et affaiblit la lutte contre la corruption. Violation article 33 de la Convention des Nations Unies contre la corruption, article 37 de la Constitution. Proposition: supprimer la condition de plainte préalable et permettre à toute personne disposant d'éléments sérieux de saisir la justice. Enquête, perquisition et police judiciaire, article 48 à 52. Le Code ne prévoit aucun recours contre une interdiction de sortie de territoire. Il étend aussi les pouvoirs de... Merci. Il étend aussi les pouvoirs de saisie sans autorisation judiciaire, ce qui menace la présomption d'innocence. Violation articles 2 et 14 de la PICP, articles 11 et 17 de la DUDH. Proposition: introduire un droit à recours immédiat et subordonner les saisies à une autorisation judiciaire préalable. Garde à vue, article 83 à 86. Le texte autorise la garde à vue même après la fin de l'enquête et ne prévoit ni nullité des procédures en cas d'irrégularité ni d'indemnisation. Violation article 46 de la Constitution, article 9 de la PIDCP. Proposition: interdire la garde à vue après la clôture de l'enquête, prévoir la nullité des actes irréguliers et instaurer un mécanisme d'indemnisation. Juge d'instruction, articles 145, 161, 181, 182 et 202. Le procureur conserve un contrôle sur la répartition des dossiers, ce qui limite l'indépendance du juge. Par ailleurs, l'accès à la défense est restreint et la détention provisoire repose sur la notion vague de trouble à l'ordre public. Violation, principe d'indépendance, article 14 de la PIDCP. Proposition: définir des critères objectifs pour la répartition des dossiers, garantir l'accès de l'avocat avant l'interrogatoire, clarifier la notion de trouble à l'ordre public. Constitution de partie civile, article 147. L'obligation d'attendre 4 mois avant de constituer partie civile entrave le droit d'accès à la justice. Violation article 8 de la DUDH. Proposition: supprimer ce délai pour permettre la constitution de partie civile dès qu'un intérêt sérieux est démontré. Cour d'assises, article 395. La réduction du nombre de juges menace la spécificité de la Cour pour les affaires les plus graves. Violation article 6 de la PIDCP. Proposition: maintenir la formation mixte de la Cour et imposer l'unanimité pour la peine de mort. Pour les peines de mort. Merci beaucoup. Je vois plus très bien. Délai et contravention, article 483, 486, 646 et 647. Le Code prévoit une privation du droit d'appel et autorise des procès à distance sans garantie technique suffisante. Violation, articles 9 et 14 de la PIDCP.
Proposition, garantir le droit d'appel et définir des normes techniques strictes pour les procès en visioconférence. Révision, article 393. Le droit à révision est limité et il n'existe pas de recours contre les refus. Violation, article 56 Constitution, article 8 et 14 PI, DCP et DUDH. Proposition, étendre la révision à toutes les décisions définitives et permettre un recours contre les refus. Indemnisation pour détention provisoire, articles 219, 266 et 267. La garde à vue injustifiée n'est pas indemnisée et les délais de recours sont inégaux. Violation, article 46 de la Constitution, principe d'égalité. Proposition, inclure la garde à vue injustifiée dans les cas indemnisables et unifier les délais de recours. Infraction d'audience, article 731 à 735. Le Code ne prévoit ni double degré de juridiction ni enquête préalable. Violation, article 14, alinéa 5, PI-DCP, article 8, DUDH. Proposition, garantir le double degré de juridiction et prévoir une enquête préalable lorsque nécessaire. C'est la fin. Conclusion générale, le nouveau Code de procédure pénale 2025 nécessite une révision globale pour garantir le respect des libertés individuelles et des droits de la défense, le renforcement de l'indépendance du pouvoir judiciaire face au parquet, la mise en conformité avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, la garantie d'une justice équitable respectant le double degré de juridiction, l'instauration de recours effectifs et de mécanismes d'indemnisation. En l'état, le nouveau Code de procédure pénale reste en retrait par rapport aux standards internationaux. Une révision s'impose pour assurer une justice moderne, indépendante et pleinement protectrice des droits humains. Merci. Merci, Madame Hanaït Messaoud, pour cette lecture de contribution en cours d'une analyse sur le Code de procédure pénale révisé 2025. Nous passons à une prochaine contribution avec la lecture de Madame Smati Hamel. Bien sûr, comme à chaque fois, je n'ai aucune idée de l'intitulé de la dite. Oui, alors c'est le titre, comme ça on se met tous au même niveau d'information. C'est Maître Aïdoun Dalal. Maître Aïdoun, la contribution de Maître Aïdoun Dalal. Voilà. À vous la parole, Madame Smati. Je te revaudrai ça. C'est la surprise. Bon, j'espère ne pas trop écorcher le texte de Maître Aïdoun Dalal, qui va... Bon, je vais y aller directement. Défendre les détenus d'opinion face à un nouvel arsenal judiciaire. Un combat pour les libertés en Algérie. En Algérie, l'outil judiciaire est de plus en plus mobilisé comme un levier de contrôle social. Derrière les murs des prisons, des hommes et des femmes purgent des peines et subissent des détentions provisoires prolongées pour avoir simplement exprimé une opinion, manifesté pacifiquement ou défendu des droits fondamentaux. Ces détenus d'opinion, que l'État refuse de reconnaître comme tels, sont la preuve vivante qu'on peut aujourd'hui emprisonner une idée. Donc, la défense des détenus d'opinion, plaider ou résister. Plaider et résister, effectivement. Plaider pour un détenu d'opinion, ce n'est pas seulement argumenter en droit. C'est se confronter à une procédure souvent instrumentalisée. Les avocats doivent parfois batailler pour rencontrer leurs clients, obtenir l'intégralité du dossier ou disposer d'un délai raisonnable pour préparer leur défense. Les audiences sont parfois menées à un rythme expéditif et les pressions, qu'elles soient administratives ou disciplinaires, ne sont pas rares. Surtout dans les affaires d'opinion, les décisions judiciaires sont rarement le fruit d'une appréciation indépendante des juges.
Elles sont bien souvent influencées, voire dictées par des instructions venues d'en haut, ce qui remet profondément en cause le principe de séparation des pouvoirs et d'indépendance de la justice. Dans ce contexte, chaque plaidoirie est un acte de résistance, un rappel que la justice doit protéger le citoyen et non l'écraser. Des amendements récents, un code plus répressif que protecteur. Le nouveau code de procédure pénale, modifié récemment, contient plusieurs dispositions qui impactent directement la défense des détenus d'opinion. L'article 125 et 1251 qui dit que la durée de la détention provisoire est fixée à 4 mois renouvelables. En matière délictuelle, renouvelable 2 fois jusqu'à 12 mois. Pour les crimes punis de 20 ans de réclusion ou plus, renouvelable 3 fois jusqu'à 16 mois. Avec certaines exceptions, la durée totale peut atteindre 21 mois. Pour les affaires d'opinion, cela signifie un maintien prolongé en prison sans jugement, ce qui fragilise la présomption d'innocence. L'article 6 bis, 15 bis, 15 bis 1 et 15 bis 2 sont abrogés. Leur suppression facilite l'ouverture de poursuites dans certaines affaires, en élargissant le champ d'action du parquet et en réduisant les filtres procéduraux, notamment dans les infractions liées à la sécurité de l'État, entre guillemets. L'article 207 dit que renforce le rôle de la chambre d'accusation dans le contrôle de l'activité des officiers de police judiciaire, mais élargit également leurs prérogatives. En pratique, cela risque de diminuer les garde-fous dans les enquêtes sensibles. L'article relatif aux droits de la défense, exemple l'article 604 et ses suivants. Suppression du recours à un, entre guillemets, défenseur proche. Désormais, seul un avocat choisi ou commis d'office peut défendre l'accusé. Suppression du pouvoir judiciaire d'exiger le retrait d'une question posée par l'avocat. Possibilité pour l'avocat de formuler des observations écrites et orales à toutes les étapes de la procédure. Fin de toute médiatisation devant la police judiciaire. Fin de toute médiation devant la police judiciaire. Si ces dispositions semblent positives, elles restent insuffisantes face à un allongement considérable des détentions provisoires. Une loi qui peut museler la parole citoyenne. Ces amendements sont présentés comme une modernisation de la justice ou un renforcement de la lutte contre la corruption, mais dans un contexte où la liberté d'expression est régulièrement criminalisée, ces dispositions peuvent devenir un instrument de répression. Les infractions vagues comme atteinte à la sûreté de l'État ou diffusion d'informations fausses sont largement utilisées pour viser militants, journalistes ou opposants. L'allongement de la détention provisoire devient une punition en soi. L'élargissement des pouvoirs du parquet et de la police judiciaire rend plus difficile toute contestation judiciaire. Et surtout, l'absence d'indépendance réelle des juges dans les affaires d'opinion compromet gravement la justice. Défendre les détenus d'opinion, c'est défendre la liberté d'expression, le droit à un procès équitable et la démocratie aussi. Les amendements récents, notamment ceux touchant les articles 125, 1251, 6 bis, 15 bis et 207, montrent que le Code de procédure pénale algérien évolue vers un outil plus répressif que protecteur. Il appartient aux avocats, aux militants et à la société civile de rester vigilants et unis pour rappeler que la loi ne vaut que si elle protège les faibles face aux puissants, et non l'inverse. Merci. Très bon. Donc, c'était la lecture de la contribution de Maître Aïdoun Dalal. Dalal, oui. Dalal. C'est Dalal, là. J'ai oublié Dalal. On ne sait jamais. Sur la question de la défense des détenus d'opinion. Nous passons à la dernière contribution qui sera lue par Lies Jebaili, qui nous a fait le plaisir de faire une très belle animation de l'ouverture de cette université d'été.
et qui va nous faire le plaisir aujourd'hui et l'honneur de lire cette dernière contribution dont il va nous rappeler quel est le contributeur. Merci cher Chokri, la contribution vient de Maître Sofiane Oué. Lecture critique détaillée du Code de procédure pénale algérien, édition 2025. Présentation générale. Le nouveau Code de procédure pénale algérien, adopté en 2025, s'inscrit dans ce que les autorités ont présenté comme une réforme globale de la justice. Cette révision a été promue comme visant à renforcer l'indépendance de la justice, accélérer les procédures et améliorer l'efficacité judiciaire. Toutefois, une analyse approfondie d'un point de vue juridique et en matière des droits humains révèle que ce texte comporte des risques sérieux pour les principes du procès équitable et consacre une tendance autoritaire en élargissant les prérogatives du ministère public tout en marginalisant le rôle de la défense. 2. Affaiblissement du juge d'instruction et renforcement de la domination du parquet. Article 66 bis. Les dernières modifications ont réaffirmé la primauté de l'action publique engagée par le parquet en lui accordant une large marge pour poursuivre sans passer par le juge d'instruction, notamment dans les affaires liées à la sécurité de l'État, l'incitation à la haine ou les infractions informatiques. Impact sur les droits humains, violation du principe de séparation entre les autorités de poursuite et d'instruction, menace sur la présomption d'innocence, le parquet se transformant de partie au procès en organe d'enquête et de décision. 3. Poursuite sans instruction et dilution des garanties de la défense. L'extension du système de poursuite directe sans ouverture d'instruction a, dans la pratique, vidé de sa substance le rôle du juge d'instruction dans de nombreuses affaires. Conséquence, l'avocat ne peut consulter le dossier que la veille du procès, absence de contrôle judiciaire sur les conditions de détention provisoire, difficulté pour la défense de présenter des arguments solides, son procès verbal d'instruction judiciaire. 4. Extension du système d'ordonnance pénale. La réforme de 2025 a élargi le recours aux ordonnances pénales à un grand nombre de contraventions et de délits. Risque pour les droits. Disparition de la plaidoirie orale et du droit de l'accusé à comparaître. Réduction de la présence de la défense, remplacée par des procédures écrites. Augmentation du nombre de jugements par défaut difficilement contestable. 5. Marginalisation de la défense pendant la garde à vue. Pratique courante, arrestation de personnes sans informer la défense, interdiction pour l'avocat d'assister aux 48 heures d'or, interdiction de filmer ou enregistrer pendant les interrogatoires. Absence de sanction, le texte ne prévoit pas explicitement la nullité des procédures en cas de violation des droits de la défense. 6. Contrôle des lieux de détention. Bien que la loi mentionne un contrôle judiciaire et administratif des lieux de détention, aucune instance indépendante comme un comité national pour la prévention de la torture n'existe. Les juges se déplacent rarement pour inspecter les conditions de détention. Les cas de mauvais traitement ou de torture sont souvent clos administrativement sans enquête réelle. 7. Extension des procédures spéciales, procès à distance, usage accru des audiences par vidéoconférence sans consentement de l'accusé, impact négatif sur la communication entre l'avocat et son client, procédure contre les absents, émission de mandats d'arrêt internationaux contre des militants à l'étranger sur la base de poursuites à caractère politique. 8. Normes du procès équitable violées, normes internationales situation dans la loi de 2025, présence de l'avocat dès la garde à vue pas toujours garantie, publicité des audiences restreinte dans certains tribunaux spéciaux, égalité des moyens de défense déséquilibrés au profit du parquet, interdiction de la torture et de mauvais traitements, absence de mécanismes de contrôle efficaces. 9. Recommandations en matière de droits humains, restaurer le rôle du juge d'instruction comme garant des libertés, rendre obligatoire la présence de l'avocat à toutes les étapes de la procédure avec sanctions claires en cas de violation. Limiter le recours aux ordonnances pénales aux contraventions mineures, créer un mécanisme national indépendant de contrôle des lieux de détention et de prévention de la torture, respecter le principe de publicité des procès et la présence effective de la défense, refuser les procès à distance sans consentement explicite, réviser les textes relatifs aux poursuites par défaut et en supprimer la dimension politique. 10. Conclusion.
une lecture juridique en matière des droits humains du Code de procédure pénale algérien 2025 montre qu'il porte en lui une logique autoritaire qui fragilise les garanties du procès équitable et les marginalise de matière systématique le rôle de la défense, sans volonté politique et judiciaire de respecter la dignité des justiciables et l'indépendance de la justice. Cette réforme prétendument progressiste risque de devenir un outil supplémentaire de restriction des droits plutôt que de protection de ceux-ci. Merci Ilyas Soubaïli pour cette lecture de la contribution de Maître Sofiane Ouali. Toujours autour de ce thème central qu'est ce code pénal révisé, revisité, ou je ne sais pas comment on pourrait dire, version 2025. On dirait des albums. This Machine 2025. Répression Machine 2025. Ce qui nous amène maintenant à la table ronde autour d'une thématique. Pardon ? Oui, autour de cette même thématique, oui, la justice algérienne à l'épreuve des droits humains, c'est le thème. Moi, j'aurais bien aimé revisiter le thème tant qu'à y être en disant les droits humains à l'épreuve de la justice algérienne, au vu des contributions que nous venons d'entendre et d'écouter. Alors, je vous donne la parole. On commence par Maître Aïssa Rahmoud, et ce sera suivi par la suite par Madame Sarah Blifo. Donc, Maître, à vous la parole. Merci, Chaouri. Bonjour ou bonsoir. Tout d'abord, on remercie les confrères et les consoeurs qui ont accepté de contribuer aux travaux de l'université d'été. Parce que là, il faut dire aujourd'hui que l'exercice de la défense en Algérie, et surtout pour les avocats qui sont dans le collectif de défense des détenus politiques et d'opinion, est un exercice très difficile, voire très dangereux. On a vu plusieurs consoeurs et confrères victimes d'harcèlement, d'intimidation, de poursuites judiciaires, de poursuites disciplinaires aussi, parce que aussi c'est un autre chapitre, c'est un autre harlequin qui s'ouvre sur l'intégrité morale, physique des avocats. Et probablement il y a beaucoup de non-dits, parce que la peur a fini par prendre sa place, même chez cette profession qui est celle de défense. Quand un avocat n'arrive plus à se défendre son mandat, que dire alors des détenus d'opinion ou des détenus ou des prisonniers politiques. Pour entamer un peu la discussion autour de la thématique, et là ça va être sûrement un échange entre nous, les avocats qui ont contribué d'une autre manière et l'assistance. Montesquieu disait que, à l'occasion de la séparation des pouvoirs, que le pouvoir donne le pouvoir et le pouvoir arrête le pouvoir. Et à partir de ce principe qui est celui de la séparation des pouvoirs, pouvoir exécutif, législatif et judiciaire, qui est une autorité dans d'autres pays, le pouvoir législatif donne le pouvoir au pouvoir judiciaire d'arrêter les exactions, les dépassements commis par l'exécutif et même le législateur. Dès lors commence cette façon de voir, cette philosophie et cette culture de séparation des pouvoirs autour déjà de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et cette indépendance est garantie par trois éléments importants. Deux éléments et un outil. Le premier élément, c'est l'inamovibilité des juges de siège. Et là, il faut se remémorer le cas de Saadettin Marzouk, qui était un magistrat, président du club des juges algériens, c'est des jeunes. Ce club avait pris la décision, ils ont pris une délibération de ne pas encadrer les élections présidentielles du 6 juillet 2019. Souvenez-vous, tous les magistrats algériens ont décidé de boycotter cette échéance. Et souvenez-vous du procureur El Hadi,
du tribunal de Sidi Mohamed, qui a la place de demander, de requérir la condamnation contre les détenus d'opinion, qui a demandé tout simplement l'acquittement et la relaxe dans des affaires tantôt pénales et criminelles à la fois. Ce n'était pas du goût du pouvoir exécutif. Ce n'était pas du goût, beaucoup plus, des services de sécurité. Donc la décision était une opération de mutation, et chez nous en Algérie, donc quand tu es muté, c'est la mutation dans le désert. Et c'est la meilleure des sanctions. Quand un juge il exerce sa profession à Annaba, à Oran, à Béjaïa, à Alger, enfin dans les villes du Nord, quand même ça reste un privilège pour le juge. Il y a de grandes écoles pour ses enfants, il y a quand même des moyens de transport, un cadre de vie plus intéressant qu'au juge. Donc il se voit en 48 heures muté au fin fond du désert. Alors imaginez la situation de sa famille, de ses enfants scolarisés, de l'adaptation de sa famille. Donc il s'agit d'une torture. Donc il y a déjà ce viol de ce principe d'inamovibilité des juges de siège. La non-ingérence de l'exécutif, du législatif dans le travail du magistrat. Et souvenez-vous qu'on a rencontré des situations, des cas où les juges recevaient la visite du wali, le wali c'est le préfet, l'équivalent du préfet en France, d'un député, d'un ministre, dans son bureau, avec des listes de lanceurs d'alerte, des animateurs sur les réseaux sociaux, demandant au procureur, au juge d'instruction, prévenu, d'enclencher une procédure. Et là, le juge, il ne fait qu'obéir aux décisions d'un pouvoir exécutif et d'un pouvoir législatif. Pire que ça. Alors, les affaires chez nous, ce que j'appelle, il y a la justice verticale, la justice horizontale. La justice horizontale, quand il s'agit d'un conflit entre les chats, les enfants du peuple, il y a une affaire de coups et blessures volontaires, petit accident de circulation, voilà, l'arraché. Enfin, les affaires qu'on peut qualifier courantes d'affaires horizontales. La justice est rendue, il n'y a aucun problème, parce qu'il y a des expertises, quand il s'agit d'accidents corporels, quand il s'agit d'expertises sur des affaires foncières, etc., etc. Donc on se base sur ces expertises pour avoir des décisions. Mais quand la même nature d'affaires et le litige oppose un citoyen ordinaire, en général, contre on commence à verticaliser la structure sociale contre un sergent, un officier de la police judiciaire, même يكون الحارس البلدي. On en a vu des situations où des policiers communaux, la police communale durant les années 90, ont traîné dans la boue d'ordinaires citoyens. Et là, la justice, elle se transforme et elle devient une justice verticale. Et dernier élément, en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire, et là c'est l'outil, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur de la magistrature qui a été créé qui a vu l'amendement, un pas, une avancée durant le règne de Bouteflika, était de tous les temps présidé par le ministre de la Justice, qui est membre de l'exécutif, garde des Sceaux, jusqu'à l'arrivée de Bouteflika. Et là, je vous raconte une petite anecdote à l'algérienne. Il y a eu une petite révolte dans un royaume, on va dire un royaume, pas une république. Et les gens, c'est pas la ferme des animaux d'Orwell, c'est pas ça, mais une petite révolte où les gens commençaient à s'organiser et à avoir des délégués. Galouèche, on va aller rencontrer le roi et présenter notre plateforme de revendication. Également, on va avancer en termes de droits fondamentaux et libertés. Le roi les reçoit, donc c'est quoi votre plateforme de revendication? Ils disent voilà, monseigneur, monsieur le roi, un peu partout, 2 plus 2 égale 4.
Mais chez nous, 2 plus 2 égale 1. Donc on veut un amendement, un changement dans votre façon de voir. Le roi, bon, il dit, j'accepte votre doléance. À partir de désormais, 2 plus 2 égale 1,5. En attendant Godot. En attendant d'autres révoltes. Et justement, le règne de Bouteflika, on a vu la présidence du Conseil supérieur de la magistrature passer du ministre de la Justice, garde des Sceaux, au président de la République. Donc le vice-président est le président de la Cour suprême. Ce même président de la Cour suprême, qui est vice-président du Conseil supérieur de la magistrature, est désigné par décret par le président. Voilà l'indépendance de l'appareil, de l'autorité, du pouvoir judiciaire pour en faire qu'une caricature. J'ajouterai un autre élément que mes confrères n'ont pas cité, c'est la loi portant l'organisation de la profession d'avocat. Et c'est une loi très dangereuse, parce que le régime politique a su, juste après l'indépendance, partager le pouvoir entre les organisations de masse et les directions centrales des différents ministères. Est-ce que vous savez qu'en Algérie, le bâtonnier du Conseil de l'ordre, quand il y a une infraction, une faute déontologique ou professionnelle commise par un avocat, poursuit, ouvre l'enquête, désigne le rapporteur, poursuit l'avocat, préside le conseil de discipline, exécute la décision du conseil de discipline. Et on se retrouve justement pour le collectif des avocats, c'est ça où le danger guette cette profession. C'est que tous les barreaux, pratiquement tous en Algérie, à 99%, des barreaux algériens, ils sont connus à l'avance, désignés par les services de sécurité. Et donc, il y a ce partage de pouvoir. Ils sont devenus, comme disait Mouloud Ma'amri, des bni ammi et des bni khali. Donc, l'administration a distribué des barnos, du jamais vu chez nous, du déjà vu en tant que colonial. Et on revient justement à cette pensée, à cette éthique, à ce fonctionnement, cet esprit de gestion administrative de ce pouvoir judiciaire, de la profession d'avocat, à cet esprit néo-colonialiste. J'ajouterai un élément qui est important, 2 éléments, et j'aurai terminé. Une loi qui est très dangereuse pour soit les magistrats, soit les avocats. C'est la loi 25-08, la loi sur la mobilisation générale, récemment adoptée. Cette loi consacre, et Geneviève, je me rappelle des années 90, les combats que la société civile ont menés pour ce qui concerne l'état d'urgence en Algérie et l'abrogation de la loi sur l'état d'urgence. Il vient d'ouvrir une autre fenêtre avec cette loi. De l'article 49 jusqu'à l'article 83 de cette loi, la société civile est suspendue. Les syndicats, les barreaux, les magistrats, les syndicats de corporation, des enseignants, tout le monde, les médecins, y compris les militaires. La société est suspendue avec l'épouvantail du danger qui guette le territoire national, de l'isolement de l'Algérie. Ils ont adopté cette loi justement pour suspendre tout le travail de la société civile. Donc aujourd'hui, ce n'est pas seulement la justice algérienne à l'exercice et aux défis, aux attentes des droits humains. Quand on prend ces cas de figure, compare à la Cour pénale internationale, où 7 magistrats ont été contraints par la répression, par la dépression, de démissionner de la Cour. Eux qui ont délivré un mandat d'arrêt international contre Netanyahou et son ministre de la Défense.
Quand on part en Tunisie, avec la dissolution du syndicat du Conseil supérieur de la magistrature et l'article 54 qui pénalise toute activité civique, tout espace de la société civile. Donc aujourd'hui, le défi ne se pose pas seulement en Algérie, parce que là, le procès équitable est banni de la nouvelle procédure du code de procédure pénale. La présomption d'innocence, pareillement. La détention arbitraire est consacrée dans cette loi, parce qu'en fin de compte, pour résumer la situation, ils viennent de codifier ce qui était déjà en vigueur comme pratique. Les pratiques courantes qui sont, où les agents de, c'est la police politique, il faut le dire, hein, c'est les agents de la police politique, c'est tous les officiers, c'est tous les corps constitués, qui orientent le travail du parti, qui orientent le travail du juge d'instruction et qui dictent les décisions au juge de siège. Cet arsenal juridique, et justement avec la venue de Tebboune, n'a fait que codifier ce qui était déjà en vigueur. Ce n'est pas nouveau, et là, pour les affaires de lanceurs d'alerte, on se rappelle du cas de Rabah Tounsi, de Saïd Boudour. Souvenez-vous l'affaire de la cocaïne, qui a éclaté des 8 tonnes de cocaïne, qui a éclaté à Alger. C'était une affaire d'un lanceur d'alerte et d'un journaliste citoyen. Et après cette affaire, il fallait fermer, tout fermer, avec une autre loi qui condamne justement les lanceurs d'alerte. Il faut que ça vienne par une association sérieuse, comme Ismaël l'a dit, mais qui n'est pas une association autonome, indépendante, et toutes les associations indépendantes, telles que la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, le RAJ, SOS Peuple Web, les réseaux sociaux, les journaux électroniques ont été interdits en Algérie. Aujourd'hui, les dés sont jetés. On est passé d'un système autoritaire à un système dictatorial par une APN qui est inféodée au pouvoir exécutif, par des magistrats qui sont inféodés au pouvoir exécutif, par des avocats, et là je parle des conseils de l'ordre, des barreaux, mais pas des avocats indépendants de ces collectifs qui continuent à se battre, qui sont inféodés aussi à un système policier global. Voilà un peu, et peut-être on va revenir après dans les débats sur des questions, et je vous remercie. Excusez-moi. Alors, il est 19h10. Je pense que si ça vous va, Madame Nassera, est-ce qu'on procède maintenant à 2-3 questions-réponses et après on passe comme ça D'accord. Donc, pour que ça soit encore frais, on va passer à quelques questions de l'assistance et après on passera à la présentation de la situation par Madame Nassera Dutour. Oui, alors. Je voulais juste savoir. Oui. Je voulais juste savoir à partir de quelle année cette loi dont vous parlez dangereuse, ils ont commencé à exécuter. En quelle année ils ont commencé à exécuter cette loi dangereuse, surtout par rapport aux réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux. C'est tout nouveau parce que pourquoi le processus, il faut parler d'un processus de mise en place d'un arsenal juridique et ça a commencé au lendemain du Hirak. Souvenez-vous, au mois de juin 2019, ça a commencé avec l'Ondlan Nazir et juste après, donc en 2020, il y a eu l'amendement de la Constitution où des articles ont été introduits dans la Constitution qui sont très dangereux, qui consacrent l'omniprésence des services de sécurité, de l'armée. Le décret 1975, tenez-vous bon, hein, là j'ai oublié ce décret, qui donne des prérogatives à la police judiciaire, de la DGSN, de la Direction Générale de la Sûreté Nationale, les services de sécurité, la DGSI, Direction Générale des Services Intérieurs, c'est l'ancienne DRS, la gendarmerie, à Taoulhoum, ils ont donné des prérogatives très larges pour enquêter non seulement sur des affaires d'atteinte à la sûreté de l'État,
contre-espionnage, espionnage, mais aussi aux affaires de drogue et de droit commun. C'est pour ça aujourd'hui qu'Éric Padrou, jusqu'à présent, il signe dans une caserne. Et la loi sur les lanceurs d'alerte, c'est au mois de mai 2021. C'était 2 lois à la fois. La classification des personnes physiques comme terroristes et des organisations par le Haut Conseil de sécurité, présidé par le président de la République. Bien sûr, il y a les généraux dans le Conseil. C'est l'état-major de l'armée avec la gendarmerie, la DGSN, etc., qui se sont donné la prérogative de classer Yazjubaili, Irhabi, terroriste, Adel Bouchardien, terroriste, riposte internationale, organisation terroriste. Ismahan, Ismahan, c'est clair. Et à partir de là, ces lois, justement, après la loi sur la mobilisation générale et l'amendement du code de procédure pénale. Donc c'est juste après la venue de Abdelmajid Tebboune. Est-ce que vous êtes d'accord si je vous dirais, moi, vous l'avez appris, je ne sais pas, peut-être que je me trompe, il y a eu une surveillance accro sur les réseaux sociaux bien avant que la loi. Ils ont commencé déjà, ils se sont basés sur les réseaux sociaux, une surveillance vraiment à cheval quoi, sur les réseaux sociaux par rapport. C'est le matériel qu'on a acheté chez les Russes, les Tunisiens aussi. Donc, ils ont acheté ce matériel et ces logiciels chez les Russes. D'ailleurs, souvenez-vous, en lendemain du Karak en 2019, il y avait des trolls, beaucoup de villas aménagées à Hydra, à Bnakloun, à Albière, les hauteurs d'Alger, justement pour surveiller tout le monde. Tout le monde était surveillé, pisté, traqué. Donc, ils avaient toutes les publications, plusieurs dossiers, imaginez, plusieurs dossiers de détenus d'opinion. Le procureur, il prend un PV. J'étais l'avocat de ces personnes, mais un jeune homme qui a partagé la publication de Maître Mahmoud, et j'étais son avocat. Et attention, tu as partagé la publication de Maître Mustafa Bouchachi, et tu as fait une photo avec Maître Salah de Bourse. Vous avez l'impression, ils vivent avec vous, quoi. Donc, tout le monde était surveillé. On ne va pas en faire un. Je sais. C'est pour ça que je pose cette question. Alors, le micro au fond. Moi, j'aimerais poser une question d'une façon générale. C'est-à-dire, d'après tout ce qu'on raconte aujourd'hui, d'après tout ce qu'on raconte depuis des années, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'y a que le citoyen qui subit tout ça. Moi, j'aimerais poser la question, est-ce que les ONG, est-ce que ces ONG et tout ça, est-ce qu'ils envisagent un travail à long terme, un travail de réforme pour que tout ça s'arrête? Je ne sais pas, parce que si on parle de la CPI, la Cour pénale internationale, c'est-à-dire qui ne fait pas vraiment son travail, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait remplacer tout ça? Est-ce qu'on envisage quelque chose de plus efficace? Parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est une sensibilisation, je suis d'accord, c'est bien qu'on fasse des échanges comme ça, qu'on se voit, etc. Est-ce qu'on envisage une solution pratique, c'est-à-dire du concret? On n'avance pas. Moi, je vois qu'on n'avance pas. Sur le terrain, on n'avance pas. On se met au courant, etc. Et la peur continue. Voilà, c'est-à-dire eux, ils reculent devant rien. Moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut prendre le relais? C'est compliqué. C'est assez compliqué, profond, mais on ne va pas remettre en cause les acquis de générations qui étaient là, qui nous ont précédés, qui ont travaillé, qui ont milité. L'un des acquis de l'humanité juste après la Seconde Guerre mondiale, c'est de mettre en application ce standard international. C'est d'écrire ces textes sur les droits humains. Après, voilà, donc les tenants d'un pouvoir, ceux qui ont la mentalité autoritaire, l'attitude autoritaire, veulent plus de pouvoir, c'est sûr. Et par contre, nous, on veut beaucoup plus de liberté.
Pour ça, je disais tout à l'heure, ça tend pour les droits humains dans le monde, pas seulement en Algérie. Et on ne peut pas justement enlever l'Algérie de ce monde. C'est un combat global, ça ne peut pas être un combat d'Algériens uniquement. Sans force, c'est parce qu'on est faible aussi. C'est parce qu'on n'arrive pas à s'organiser en tant que diaspora algérienne. Premièrement, on est en diaspora. En tant que société civile qui est en Algérie, on n'arrive pas à s'organiser, on n'arrive pas à s'entendre, à entendre, à entreprendre. Voilà. Donc le combat, c'est le chemin reste très long. Il reste très long. Mais déjà, ces acquis, le fait d'avoir 50 mètres carrés et se réunir ici au Loiret, on n'a pas le droit d'avoir 50 mètres carrés en Algérie. Hein. C'est déjà quelque chose. On est à la veille de l'étoile, de la création du centenaire de l'étoile nord-africaine. Donc c'est pour ça, les visions, enfin les projections, les anticipations qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose qui va naître avec nous. C'est un combat quand on est militant, c'est un combat. Tu donnes des coups, tu reçois des coups, et puis voilà, la vie ne s'arrête pas là. Peut-être on va pas vivre l'Algérie dont on rêve, peut-être. Mais peut-être qu'on va vivre l'Algérie dont on rêve. Ça dépend des conjonctures internationales, ça dépend des rapports de force au niveau national, ça dépend de beaucoup de choses. Mais il ne faut pas perdre sa boussole, ne pas perdre le cap. Rester sur ses engagements en tant que militant et défenseur des droits humains, être dans la solidarité internationale. Notre combat, c'est celui des Tunisiens, c'est celui des Maliens, c'est celui des Français. Même les magistrats français, ils en souffrent, ils ont subi les affres de Le Pen à l'occasion de sa condamnation, ce qu'elle n'a pas dit sur les magistrats. Et ça reste, c'est un débat franco-français, c'est un débat international sur l'indépendance des juges, l'indépendance de la justice, l'implication des avocats. En arabe, on dit une intersection. C'est à toi de choisir. Une intersection, c'est là où on se rencontre et c'est là où on se sépare. Chacun a son choix. C'est pour ça qu'il faut continuer à militer, à se battre pour très longtemps. Oui, Lies. Alors, donc Lies, et après, je reviendrai à le micro. Alors, à Madame Nassera Dudou. Merci, Choquet. Moi, je voulais revenir sur une question qui, en 2023, ça a suscité un tollé, c'était les dispositions liberticides sur la nouvelle loi sur l'information, qui a été approuvée par la Chambre haute, c'est-à-dire le Sénat. Il y avait, et surtout sur l'article 22, et même qui a poussé RSF à demander aux sénateurs de rejeter le texte. Est-ce que, Lisa, tu peux nous parler de cette loi sur l'information? Tu sais très bien que la liberté de la presse, le pouvoir, c'est le quatrième pouvoir, c'est en démocratie. Mais est-ce que tu peux nous parler de cette loi liberticide qui a été votée, et puis je sais qu'elle est toujours appliquée d'ailleurs, qui fait de chaque journaliste peut-être un potentiel terroriste avec une entité étrangère? Tu sais bien que je respecte la séparation des pouvoirs et des attributions. On a une session dédiée pour ça. Ah, pardon. Demain. Je leur repose à Choquet. Je ne peux pas piétiner sur les prérogatives de Choquet. Je leur repose à Choquet, c'est le premier. Il n'y a pas de souci, ce ne sera pas demain, mais plutôt choisir. Je pense qu'il y a de presse qui était disparu Tout à fait. dans la loi de Effectivement, on abordera le sujet au troisième jour. Mais encore un rappel, c'est-à-dire cette loi information de 2023 ne fait que s'inscrire dans une logique de plus en plus autoritaire du pouvoir, ni plus ni moins. On a commencé par la loi en 2023 sur l'information, on l'a fait passer au Sénat et pas sur l'Assemblée nationale parce que en 2023, l'Assemblée nationale avait encore quelques petites voix discordantes dans le milieu, donc du coup on l'a fait passer par la Chambre haute, mais le but était de museler complètement le paysage de la presse et audiovisuelle. Il faut savoir que cette loi ne fait qu'intervenir dans un cheminement, puisque, à l'indépendance, il n'y avait aucune loi sur l'information. L'information était le propre du gouvernement, point barre, et c'était dans la logique de la guerre d'indépendance, puisque c'était le FLN qui détenait l'outil d'information, à savoir El Moudjahid historique de 56 à 62,
qui était un outil de propagande de guerre, rappelons-le, très efficace, étudié à ce jour dans des universités comme Boston. Par la suite, le gouvernement s'est approprié, a accaparé totalement le pouvoir d'informer. Il n'y avait pas de presse privée. La seule presse existante à l'indépendance était une presse publique. Et même les petits journaux qui restaient ont très vite été absorbés, soit par le Moudjahid, soit par Chad, soit par d'autres organes. Et les organes internationaux qui avaient pignon sur rue Tanger, à Alger, comme le journal Le Monde, ont commencé à fermer les uns après les autres. Les journalistes, eux, oui, il y avait des journalistes indépendants. Certains étaient là depuis Alger républicain, à l'époque coloniale, qui se sont retrouvés après, mais il y avait cette logique de révolution, l'euphorie de l'indépendance, et donc cette logique de construire ensemble. Il n'y a eu une loi sur l'information qu'en 1990. La première loi de l'information en Algérie, c'était 1990, qui a instauré une certaine liberté d'expression et la présence des médias privés dans la presse écrite à l'époque, mais pas dans les médias lourds. Et il n'y a eu de véritables réformes qu'à partir de 2012, sur un premier projet de loi de l'information, qui n'a jamais connu de texte d'application, qui a été amendé, revisité en 2014, puis en 2016, au début c'était Nasser Mahel qui l'avait porté, après c'était Messahel. Grand politicien, il avait l'art et la manière d'amener les choses et de nous faire croire qu'on avait gagné alors que ce n'était pas le cas. Très bon, excellent. Mais dans tous ces projets de loi, il y avait toujours le souci d'avoir une mainmise sur l'information. Et donc, à chaque fois, le journaliste, on n'a jamais considéré en Algérie un journaliste indépendant. On n'était considéré comme journaliste que si on avait la carte de presse. Et qui délivre la carte de presse? Personne. Puisque dans la loi de 90, il fallait qu'il y ait un comité indépendant qui n'a jamais été créé. Puis, le projet de loi de 2012 est resté au terme de projet de loi. Et puis, par la suite, il y a eu une modification et c'était le ministère de l'Information qui délivrait la carte de presse. Donc, pour être reconnu comme étant journaliste, il fallait avoir la carte de presse. Et la carte de presse, pour l'avoir, c'était le parcours du combattant. Et la loi de 2023 n'est venue qu'entériner cette logique autoritaire autour de l'information parce que, comme l'expression le dit, qui a l'information a le pouvoir, tout simplement. Donc, et puis on en discutera au troisième jour. Merci à toi d'avoir posé la question et merci à Maître Rahman de m'avoir donné la parole. On passe la parole à Nassera, garde la question en tête, puisqu'on va réouvrir le débat. Mais pour donner la parole à Madame Nassera Dutour, toujours autour de cette thématique, la justice algérienne à l'épreuve des droits humains, et puis bien sûr cette réforme du code pénal 2025. Et alors Madame Nassera Dutour, présidente d'SOS Disparu, qui n'est plus à présenter parmi vous. Moi je connais SOS Disparu, après, les abréviations SOS Disparu, qui elle-même a subi toutes ces réformes judiciaires puisqu'elle a été interdite d'entrer en territoire alors qu'elle venait avec son passeport algérien. Madame Nassera, vous la parole. Merci, cher frère, merci beaucoup. Et hommage à SOS Disparu, à toutes ces mères là-bas qu'on a voulu isoler. On nous a séparés, on a voulu nous isoler. Voilà, elles sont désemparées, elles sont tristes, elles sont affolées, elles ne savent pas quoi faire, elles posent la question qu'est-ce qu'on peut faire, et moi je n'ai pas non plus la réponse pour l'instant. Moi je ne vais pas parler de la réforme, parce que je ne suis pas juriste, mais je me pose une question à moi-même, parce que je n'avais pas épluché de cette façon, mais je n'avais pas épluché de cette façon-là les nouvelles dispositions du nouveau code, là, les amendements, mais quand j'ai vu ça, là, la question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin il faut la loi eux-mêmes. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'écrire ou de faire d'apporter des changements au code pénal ou au code de procédure, hein, c'est ça? Le code de procédure pénale. Pourquoi est-ce qu'ils se donnent la peine de mobiliser toute une équipe, parce que je suppose qu'il y a toute une équipe des juristes qui se penchent là-dessus et qui réfléchissent comment réprimer un peu plus juridiquement le peuple. Et est-ce qu'ils, je sais pas, est-ce que c'est pour leur bonne conscience? Est-ce qu'ils ont une conscience?
Est-ce que c'est pour dorer leur image? Non, je ne pense pas, puisqu'en plus, ça va rester dans les archives. Bon, tout reste dans les archives, mais c'est écrites. Dans les archives écrites, c'est dans leur image, ça restera dans l'histoire. C'est gravé dans l'histoire ce qu'ils font. Et je ne comprends pas pourquoi je ne trouve pas de logique à ça. Quoi. Pourquoi comment dire, on pourrait dire, ils se ridiculisent encore un peu plus à ce point. Dans ce qui m'est arrivé à moi, c'est complètement ridicule, c'est illogique. Pendant que tu parlais des juges qui ont été mutés, là, je me rappelle de ces juges-là, on a oui, ça va, et il y en a eu un. Il y en a qu'on a connu, d'autres non. Je me suis souvenu d'un coup d'un gars que j'ai eu pour voir l'absurdité, quoi, le ridicule, la loi de la jungle. J'ai eu, dans les années 2000, au milieu des années 2000, à défendre un gars qui était détenu en prison. Défendre, c'est beaucoup dire. J'ai fait un appel urgent j'ai saisi le groupe de travail sur la défense arbitraire des Nations Unies. À l'époque, il y avait très peu d'associations qui saisissaient les mécanismes internationaux. Donc le père est venu me voir, le père était en France, donc on lui a parlé de notre association, il est venu me voir. Il me raconte l'histoire de son fils qui a été condamné à 7 ans de prison et qui a purgé sa peine, et un an plus tard, il est encore en prison. On n'a pas libéré. Je ne sais pas si ça a pu exister dans d'autres pays. En tout cas, en Algérie, ça a été existé, je l'ai vécu. Et oui, il a purgé sa peine, 7 ans de prison, et on l'a pas libéré. Il était encore en prison un an plus tard. Et il est rentré en grève de la faim. Ils l'ont oublié. Ils ont perdu le dossier dans les tiroirs. Il est tombé derrière l'armoire, le dossier. Ils n'ont pas retrouvé. Ah non, mais ça a été comme ça. Le gars, il a protesté, il a fait la grève de la faim. Et c'est seulement après la décision du GTDF, du DPDA, du travail en détention arbitraire, 6 mois plus tard, est-ce que c'est ça qui a joué pour qu'ils l'ont libéré? C'est seulement après la décision qu'ils ont fini par le libérer. Mais c'est complètement débile. Dans mon histoire à moi, c'est inimaginable quand on voit ça. On m'a refoulé. Je ne veux pas me dire refoulé, parce que refoulé, je n'ai pas été refoulée, j'ai été expulsée. Parce que je suis arrivée devant la cabine du PAFiste, devant la FAF, et il m'a gardé au moins 20 minutes là. Après, je suis rentrée presque à l'intérieur. Après, il m'a emmenée de l'autre côté. Je suis restée plus de 3 heures sur le sol algérien. Donc, moi, j'estime que je n'ai pas seulement été refoulée, parce que refoulée, tu arrives devant la cabine, ils te disent tu rentres pas, tu retournes par là. Moi, je suis quand même rentrée. J'estime que j'ai été expulsée comme une malpropre de mon pays. Mais les malpropres, c'est eux. Les voyous, c'est eux. Là, ils m'expulsent sous le coup de la loi, dans le cadre de la loi 0811. C'est une loi qui concerne le séjour, les entrées et sorties et les séjours des étrangers en Algérie. Mais le ridicule ne tue pas seulement là. Ils continuent à se ridiculiser. Dans le PV de refoulement, ils me mettent nationalité algérienne. Là, ici, c'est marqué la loi sur les étrangers. Et ici, c'est marqué nationalité algérienne. En dessous, c'est le numéro de mon passeport algérien. Et en bas de la page, il y a les motifs. Et le dernier, c'est aucun. Ils ont coché la case aucun. Et sur la ligne, il n'y a pas de motif. Je n'ai pas signé le papier, ils ne l'ont jamais présenté. Ils n'ont jamais présenté le papier. Ils me l'ont donné quand l'avion allait décoller. Aux dernières minutes, ils m'ont rendu mon passeport algérien. Et ce papier était plié en 4 dans mon passeport. Et je l'ai vu seulement, j'étais encore sous le choc. D'ailleurs, je suis encore sous le choc. Et quand j'oublie, ça va, mais quand ça me revient, je me dis, est-ce que c'est réel? Est-ce que je suis partie en Algérie, je suis revenue? Est-ce que j'ai pris cet avion? Et ça m'a traumatisée. Tout ce que j'ai vécu dans ma vie, je crois, ne m'ont pas traumatisée. Si, la disparition de mon fils, bien sûr. Mais tout ce que j'ai subi après ne m'ont pas traumatisée. J'ai reçu des menaces de mort. Combien de fois j'ai été frappée par un commissaire de police dans une manifestation, il m'a cassé le sternum. Tout ce que j'ai subi dans toute ma course, dans mon parcours, m'ont pas traumatisée comme ça. J'en reviens pas. C'est la surprise totale. Ils ont piétiné la loi algérienne, ils ont piétiné la Constitution elle-même. Oublions les standards internationaux, les mécanismes internationaux qui ne respectent jamais. Mais ils ont piétiné la Constitution elle-même, qu'ils viennent d'amender il y a quelques temps. C'est eux qui l'amendent. Ils font ce qu'ils veulent. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'écrire des textes et dire voilà ce qu'on va faire pour réprimer un peu plus la population algérienne?
qui osent parler, qui osent parler, parce qu'on n'aime pas entendre les choses, ils ne veulent pas que les Algériens disent des choses, ils ne veulent pas que les Algériens s'informent, ils ne veulent pas que les Algériens se cultivent, ils veulent pas. On les enferme dans une boule, une grande prison, comme ça ils n'ont plus de contact avec plus personne, et on les abrutit. Comme ça personne ne va venir demander des comptes. C'est comme pour les disparus. Ils ont osé faire disparaître des milliers de personnes. Nous, on estime le chiffre officiel, c'est 8023, pardon. Ça, c'est le chiffre officiel que l'État algérien donne au Comité des droits de l'homme. Certaines ONG parlent de beaucoup plus. Nous, on a constitué 5400 dossiers individuels qui sont en sécurité en France. Le double est en Algérie, le reste, la moitié des originaux, ils n'ont pas tous, mais on les a ici en France, heureusement. Et ils ont essayé de faire. Je me rappelais aussi quand tu parlais et ça, c'est ce commissaire de police, ils font ce qu'ils veulent. Quand je cherchais mon fils, je vais voir le commissaire de police et je lui dis mon fils a été arrêté le jour où vous avez été installé. Baloké, c'était un petit village, c'est devenu une sûreté de Daïra. Le commissaire, le Wali, était venu à Baraki pour installer le nouveau commissaire divisionnaire pour inaugurer la sûreté d'Aïra. Une embuscade lui est tendue, on lui a tendu une embuscade à l'entrée, d'après ce que j'ai appris, à l'entrée du village, qui n'a pas réussi, il a été sain et sauf, et ils se sont mis à arrêter tous les jeunes. Ça a toujours été les jeunes qui ont décidé. Hein. On ne veut pas de cette jeunesse en Algérie, elle les dérange, cette jeunesse. Et donc, il y a eu un commissaire de police à Souma. Il me dit, ah oui, ce jour-là, on a arrêté 130 personnes. Moi-même, je les ai tous questionnés. Votre fils, non, il n'était pas parmi eux. Je lui dis, vous ne m'avez même pas demandé son nom. Comment vous savez que mon fils n'est pas parmi eux? Non, moi, je ne m'appelle pas. Mon fils s'appelle Amouche. On n'a pas le même nom. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, quand je vois le commissaire de Balaké, je lui dis, au bout d'un moment, je lui explique la situation. Il me dit, ah, ce jour-là, il s'est passé telle chose, plusieurs choses. Et au bout d'un moment, je le regarde, je lui dis, monsieur, pourquoi vous faites disparaître les gens? Il me regarde surpris, il me dit, pardon? Je lui dis, oui, pourquoi vous faites disparaître les gens? Pourquoi vous ne les donnez pas à la justice? Ah, il me dit, parce que quand on les donne à la justice les relâche. Ils font mieux. Ah, donc vous faites justice vous-même. Mais c'est pour ça qu'ils changent les lois. Pour les appliquer en toute conscience, parce qu'ils ont une conscience. Et voilà, comme la charte pour la paix. Nous, on a combattu en 2023, pardon, on a cru gagner parce que le président, en fait, il a joué la carte des disparus contre les généraux en 2003, parce que je pense que les généraux ne voulaient pas d'un deuxième mandat, etc. Donc, il a sorti la carte des disparus et il fait publiquement un appel à tout le monde pour l'installation, la mise en place, la création d'un mécanisme ad hoc. Quand vous lisez le décret du mécanisme de mise en place, on était contente. Chercher les disparus, orienter les familles dans leur démarche, ceci, cela. On était très contents. Au début, on n'était pas très contents parce qu'on voulait une enquête internationale. Et puis lui, il dit que ce ne sera pas une enquête internationale, ce sera une interface entre les pouvoirs publics et les familles de disparus. Et quand on a vu le décret, on a dit, bon, si ils vont chercher les disparus, qu'est-ce qu'on demande? Après, on verra la justice plus tard et on verra ce qu'on pourra faire après. Mais finalement, ils ont mis, sans mentir, au bout de 9 mois, il n'y avait rien qui se passait. Et le mécanisme avait pour mandat 18 mois. 18 mois. Au bout de 29 mois, on va voir le président de ce mécanisme, qui était en même temps le président de la Commission nationale, et on lui dit, où est-ce que vous en êtes de ce mécanisme-là? On a vu personne venir, on n'a rien vu venir, mais on est impatiente, on va voir. Et il attendait les directives, il n'avait pas encore les directives, il ne savait pas quoi faire, il ne savait pas. Et c'est seulement après, au mois d'août, en plein mois d'août, en pleine chaleur, qu'ils ont fait une campagne de convocation, ils ont convoqué les familles, moi je reçu ce papier, sans aucun motif. Vous présentez à telle heure à la Commission nationale, et combien de familles sont arrivées jusque-là et se sont évanouies devant la porte, d'émotions, de peur, de trucs, parce qu'elles ne savaient pas à quoi s'attendre, qu'est-ce qu'on allait leur annoncer. C'était cruel. C'était cruel, une chaleur de 40 degrés, ça, elle venait de moi arriver là, on rentre, on lui donne un imprimé à remplir, quels sont vos vœux? Quels sont mes vœux? Qu'est-ce que je veux retrouver mon fils?
Quels sont mes vœux? Mais quelles questions l'avons posées? Signez là, et puis moi je signe pas, moi je signe jamais. Combien de fois j'ai été convoquée dans des commissariats quand j'étais consultante pour mon fils? Je signe, non, je signe rien, je signe pas. Mais malheureusement, après ça, ils nous prennent de la charte qu'on appelle la réconciliation nationale, cette fameuse charte. Et celle-là aussi, elle est écrite. Dans l'histoire, combien d'étudiants, et beaucoup Algériens, ont fait leur mémoire ou une thèse sur cette fameuse charte, la réconciliation nationale en Algérie. Cette charte qui va encore une fois pardonner, parce qu'il y a eu d'autres, il y a eu la loi du pardon en janvier 2002, non, 2000. Il y a eu la loi du pardon, c'est 95. C'était 95. Après, en 2000, il y a eu le décret amnistiant. En 99, il y a eu la concorde civile. Ça, remercie. Pardon. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Ça concernait les islamistes encore une fois. 99, la concorde civile. 2000, janvier 2000, il y a eu le décret amnistiant. Et 2005, c'est encore une loi qui va amnistier les groupes armés qui, soi-disant, n'ont pas les mêmes salles de sang et tout, exception des poursuites, mais dans la deuxième partie, ça nous concerne. L'article 45 dit « Nul n'a le droit de déposer plainte contre les agents de l'État qui ont dignement servi la nation. » Donc voilà, on n'a plus le droit de s'adresser à la justice, si elle est aussi injuste que ça, on n'a même plus le droit de la saisir. On a pris le droit de le faire, on continue à le faire. Personne ne nous arrêtera dans toute notre action. Et l'article 46 nous menace quiconque, menace de 3 à 5 ans de prison, quiconque ternit l'image du pays, soit par une déclaration, un écrit ou autre. Et, oui, l'article 45, non seulement on n'a pas de saisir la justice. Je sais que c'est le parquet, je ne me rappelle plus, le ministère public qui peut demander un jugement. Ah oui, parce qu'il y a cette fameuse... Voilà, ça je voulais en venir. Et en plus, on propose dans cette loi, on a proposé aux familles de disparus l'indemnisation, mais sous condition que la famille a cherché un constat de disparition, et 50%, je vous assure que 50% de familles qui ont reçu un constat de décès, morts dans des accrochages. Et pour beaucoup, c'est des personnes qui ont été arrêtées de chez eux, dans leur lit, en pleine nuit, et certaines de leur lieu de travail. On a vérifié les dossiers. À chaque fois qu'une famille vient avec ce papier, on va vérifier le dossier. Certains, certes, ils ont été arrêtés dans la rue, des fois sans témoin. Mais la majorité, c'est des personnes qui ont été arrêtées sous témoin. Et parfois, on sait qui, quelle corporation, d'où ils viennent et tout ça. Et on doit aller chercher un constat de décès, un constat de disparition. De toute façon, le résultat est le même parce que avec ce constat de disparition, il faut aller chercher un jugement de décès. Et le jugement de décès, pour aller le demander au tribunal, il faut y aller avec 2 témoins qui n'ont jamais été témoins de rien, puisqu'ils n'ont jamais vu le décès. Les gens vont témoigner au tribunal. De quoi, je ne sais pas. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on peut aller à la wilaya avec faire le frida et tout, c'est toute une autre chose. Et aujourd'hui, cette indemnisation, puisque le disparu est arrivé à l'âge de la retraite, elle est brutalement arrêtée à la famille, sans les prévenir, sans rien du tout. Et il faut faire encore toute une procédure pour faire la reversion de retraite. Et on considère que le disparu a continué à recevoir son salaire dans le calcul de la retraite. On considère que le disparu a continué à recevoir son salaire jusqu'à ce qu'il ait... Voilà. Il faut des témoins, qui kidnappent devant quelqu'un. Je ne sais pas, moi je n'ai pas été, j'entends ce que les familles, ce qu'on disait les familles, mais moi je n'ai pas fait la procédure. On va laisser Madame Nassera finir, et je sais qu'il y a beaucoup de questions qui veulent être posées, vous avez des questions, donc on va la laisser finir, et vous aurez le droit de poser toutes les questions que vous voulez, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de juge ici qui va vous restreindre, il n'y a que des avocats, ne vous inquiétez pas. Maître, ça va, على بالها les juges دايرين فيكم شطالي. Donc, Madame Nassera, je vous redonne la parole, s'il vous plaît. من عند l'organisateur. Donc l'organisateur ما يخليناش نديروا لا. C'est toi, c'est pas lui, c'est toi. Alors, je redonne la parole à Madame Nassera. Voilà, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave. Alors, on en était. Oui, c'est pas grave, je vais conclure, on va laisser les.
Non, je voudrais juste rajouter pour conclure que, en tout cas, moi je suis persuadée que, et c'est une satisfaction de ma part, même si le Hirak n'a pas été jusqu'au bout de nos attentes, malheureusement, la satisfaction c'est que moi ce que je comprends c'est que le Hirak les a ébranlés. Le Hirak leur a fait très peur, ils ont tellement eu peur pour leur poste, et ils ont encore peur pour leur poste. C'est peut-être la raison pour laquelle ils m'ont j'ai dit refoulé, non, je ne veux pas utiliser ce mot qui va être utilisé. Et ça les a ébranlés, ça les a affolés. Et je suis sûre qu'ils ne dorment pas tranquilles tant qu'il y a encore des Algériens qui osent parler, riposter, dénoncer. Merci. Merci, Madame Maserati. Alors, on passe aux questions au niveau de l'Assemblée. Courage. Alors, on va commencer par Lies d'abord et après Monsieur. Merci. C'est une question qui est très très importante. On a dû débattre des années et des années. On a fait des nuits blanches par rapport à la question des disparus. Alors, moi, je fais partie de ce courant qui dit que le Hirak n'est pas habilité à reprendre la lourde tâche de la décennie rouge et noire. En fait, il est désaligné politiquement parlant dans la temporalité de ce problème. Parce que c'est une épreuve douloureuse et qui doit être traitée dans le cadre d'une transition et la mise en place d'une justice transitionnelle avec la mise en place d'une commission vérité et justice. La question qui se pose aussi, est-ce que l'État, en tant qu'État, il a le monopole de la violence? Imaginons dans un cadre de période de transition, on essaye d'assainir tout ce contentieux. Moi, je dirais depuis 57. Après, voilà, qui disent depuis la décennie. Moi, je dis depuis l'assassinat de Abdel. Mais après, chacun comment il voit les choses. Quand on arrive à cette question cruciale, comment mettre en place une commission de vérité et justice? Comment, c'est-à-dire indemniser, comment réparer et comment rendre justice sur ça? Après, la CRA du Tour vient de dire que les agents de l'État qui ont exercé des violences, mais ils ont exercé la violence au nom d'une institution, d'un État, en fait, je ne sais pas. Après, comme l'État a le monopole de la violence, est-ce que ces personnes qui ont commis ces violences, ils seront, entre guillemets, je veux dire, amnistiés, ou je ne sais pas, ou jugés, ou il n'y a que la partie adverse, voilà, on va dire, il faut nommer, est-ce que les islamistes, ou est-ce que les militaires, parce que quand on met commission de vérité et justice, les deux sont impliqués, mais on va charger le plus qui les foréo-terroristes ou l'État qui n'avait pas le choix que d'appliquer la loi pour sauver la République. En fait, c'est des questions moi, le plus important, comment on répare, juridiquement parlant, et comment rendre justice aux victimes pour assainir un peu ce contentieux et enfin aller vers un État de droit et tourner la page comme ça a été le cas en Afrique du Sud. D'accord. Oui, merci bien. Un processus de réconciliation est avant tout une volonté politique. Une volonté politique d'un régime. Une volonté politique des partis politiques, de la société civile, d'une société. Maintenant, dire que les islamistes ou les agents de l'État sont les premiers responsables, aucun ne peut répondre. S'il n'y a pas d'enquête sérieuse, s'il n'y a pas d'audition, c'est ça un processus de réconciliation. Et justement, pendant ces auditions, pendant ces enquêtes, ce travail de documentation, des dossiers sont dans les fins fonds des casiers des services de sécurité. Est-ce qu'on a l'accès, justement, la société civile a le pouvoir d'accéder à cette documentation? D'une part. Est-ce que de l'autre côté, les islamistes, ceux qui sont responsables des tueries, des massacres, etc., vont accepter de jouer le jeu? C'est pour ça que c'est une volonté politique de tout le monde.
Le processus de réconciliation nationale et de justice et vérité en Afrique du Sud est très approprié pour l'Afrique du Sud. Maintenant, écoutons, c'est pas un standard, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre d'Afrique du Sud, ou bien on va y aller au Rwanda pour calquer des types de modèles qu'on va adapter chez nous. Ou aussi En l'expérience Afrique du tunisienne Sud. aussi, il y a eu Oui, bien l'expérience sûr, tunisienne de l'expérience justice et tunisienne. transition. L'expérience marocaine aussi, pour le dire, l'Argentine. Juste un Pinochet. petit moment, je le viens, parce que nous, on a notre culture. Déjà, le concept de l'Ubuntu en Afrique du Sud, par exemple, qui était mené par Ousmane Tutu, qui était le précurseur et puis le fervent défenseur de ce concept, c'est justement d'utiliser la religion pour un processus de transition, pour un processus de pardon, de réparation, de mémoire et de réconciliation nationale, de vérité et justice. Ce débat, le régime actuel ne veut pas le mener. Il s'agit avant tout d'un débat. Dire que le Hirak n'a pas posé ce problème, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on est confronté à un double processus de justice transitionnelle. On est confronté à un processus de justice transitionnelle des années 90, qui était responsable de qui? Qui a tué qui? Pourquoi ça s'est passé? Où sont nos enfants qui étaient tués, qui étaient assassinés? Pourquoi on a massacré les Algériens? Pourquoi on a massacré les militaires? Aussi, c'est des questions existentielles qui se posent. Et un deuxième processus de transition l'IS, c'est autour des questions économiques. C'est autour des questions économiques. En 20 ans de règne de Bouteflika, des milliards de dollars ont été dilapidés, placés à Paris, placés à Dubaï, placés à New York, placés partout. C'est un double processus. Et le Hirak, justement, il a posé les termes de ce débat en étant très pacifique dans le message, la contestation et la revendication. Le Hirak, il a balayé, il a remonté à l'essence de cet État algérien, à sa culture, à ses origines, au débat sur la colonisation, sur la néocolonisation, sur la justice, sur la démocratie, l'état de droit, la culture, l'islam, tout. Il a posé tous les débats. Et il faut être aveugle pour ne pas le constater. Je pense que Geneviève a demandé la... Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est des processus que je connais bien, les questions de commission vérité. D'ailleurs, la dernière grande commission qui s'est tenue, c'est celle de la Colombie, qui est sûrement la plus avancée, la plus développée, et qui correspondait aussi à un conflit de 50 ans dans des contextes très particuliers. L'objectif d'une commission vérité n'est pas de juger les coupables. Attention, ce n'est pas une commission d'enquête. Il n'y a pas un pouvoir d'enquête judiciaire qui va recueillir les preuves et qui va permettre de condamner les personnes qui ont commis les crimes. L'importance d'une commission vérité, c'est pour ça que ça commence par le mot vérité, c'est que les victimes soient reconnues. C'est que le crime qu'elles ont subi, que leurs proches ont subi, soit reconnu. C'est-à-dire que la parole est finalement avant tout aux victimes. Et moi, je vois par exemple la commission vérité colombienne que j'ai beaucoup suivie. Il y a eu, je crois, 12 000 interviews. D'accord? Ces interviews ont permis aux personnes d'aller témoigner, de raconter leur histoire, etc. Elles ont permis aussi d'identifier, mais c'est après le pouvoir, et là, il y a une courbe de transition qui se met en place, elle qui va suivre les dossiers et juger, et surtout, ça permet aussi de documenter des crimes à très grande échelle et de voir ce qui peut se dégager pour que derrière, on puisse approfondir. Mais n'attendez pas d'une commission vérité qu'elle juge les coupables. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est la vengeance. Non, et c'est les victimes. Tout à fait, tout à fait. Merci pour ce rappel très important. Monsieur, vous aviez une question? Oui, encore 10 minutes. Ah non, non, tu parlais tout à l'heure, donc on bouffe sur les 10 minutes que tu as. Son intervention. Avant de poser ma question, je voulais apporter une précision. Concernant l'évolution de Maître Point, a parlé sur le droit des juges dans le Sud.
Pour moi, la différence que je vois entre le nord et le sud, c'est que le nord, il y a des plages privatisées, il y a beaucoup de bitume. Dans le sud, il n'y a pas de bitume, il n'y a pas de feu de forêt. Pour ma question, pour Madame Dutour, un ex-officier répondant au nom de Huawei a fait des déclarations sur des exécutions de M. Nasser Haddad, répondant au nom de Nasr al-Jinn. Il a déclaré comme quoi ce général Nasr al-Jinn a exécuté des gens. Ma question est, avez-vous porté plainte à ce sujet-là? Merci. Non, je ne peux pas porter plainte à ce sujet-là. C'est la personne, c'est les concernés qui doivent porter plainte. Moi, je ne peux pas, sauf si je trouve les victimes. Oui, oui, mais il faut trouver les victimes, il faut aller les chercher. Mais pas en Algérie. Pas en Algérie. Non, on l'a fait. À l'étranger, parce que le monsieur il sort. Et il avait bien en Espagne, par exemple. Non, nous l'avons fait en 2004 avec la FIDH. Quand j'ai travaillé avec un monsieur qui est un grand militant, aujourd'hui il se fait un peu vieux, qui était le président de la section de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme à Rélisène. C'est lui qui avait créé la section à Rélisène. Et il était venu en France et on travaillait sur les dossiers de cette région de Rélisène. Et comme ces dossiers-là, dans la majorité de ces dossiers, les gens, parce qu'à l'époque, beaucoup avaient peur. Et il nommait les responsables, les auteurs de la disparition, dans l'enlèvement de l'arrestation, qui a été suivi d'une disparition. Dans la majorité de ces dossiers, il y avait plusieurs noms, parmi eux des militaires, mais aussi beaucoup de miliciens, ce qu'on appelait les patriotes en Algérie. Et je lui dis à Mohamed, pardon, je lui dis, ça m'a épaté les dossiers de Rélisène, parce que dans très peu de dossiers, les gens sont nommés. Voilà, pardon. Et il me dit, tiens, celui-là, par exemple, celui-là, et celui-là, ils sont en France. Ah, comment ça, ils sont en France? Là, il me dit, ils sont en France. Donc voilà, je l'ai emmené à la FIDH, on a enclenché une procédure et tout, et ils ont été mis en accusation, c'est le chef d'inculpation après des mois et des mois, hein, ça dure longtemps, peut-être même des années. Des années. Et donc, pour acte de torture, acte de barbarie, je ne me rappelle plus la troisième accusation, c'est quoi. Donc voilà, donc le juge d'instruction les a. Non, il les a auditionnés plusieurs fois, on a mis les témoins, il y a eu beaucoup d'échanges pendant 2 ou 3 ans. Et donc, il les a mis en prison. Il a demandé leur détention. Et le juge de liberté des peines les a libérés parce que sous prétexte qu'il y avait trop de monde. Ils sont rentrés 2 secondes, ils sont sortis de prison. Et puis l'affaire a traîné pendant 10 ans. Et il n'y a pas très longtemps, là, c'est fini, l'affaire a été classée sans suite. Elle a été mise dans les tiroirs. Ça, c'est en France. Voilà, donc, et puis avec d'autres. Sans suite ou innocenté? Ah non, il n'y avait pas de procès. Non, ils n'ont pas de procès. Oui, il y avait de procès. Ils étaient défendus par les François algériens. Oui, il y avait des pages et des pages dans le journal. J'ai payé les témoins, je leur ai donné 6 000 € chacun, tu sais pas. Ça, c'était dans le soir d'Algérie. Ils ont fait 2 pages et Madame Dutour, elle a amené les témoins, elle leur a donné 6 000 € chacun. Ah, c'est pas. Je peux témoigner, moi aussi. Je m'attendais. Moi, je me suis dit, le matin, j'ai ouvert la porte, je vais trouver la queue. Ils ont fait 2 pages entières. Les pauvres petits, puis quand leur père est mort, les pauvres, ils ont. Ah oui, parce qu'ils les ont mis sous contrôle judiciaire quand même. Ils n'avaient pas de passeport. Et les pauvres, ils n'ont pas pu aller en Algérie, assister à l'enterrement. Ces personnes, ils ont enlevé 270 personnes dans la ville de Rélisène. Pas tout seul, mais bon, c'est le groupe de miliciens ont enlevé 270 personnes dans la ville de Rélisène. Et malheureusement, je crois qu'ils les ont tués tous après les témoignages qu'on a et tout ça. Ce que je voulais rajouter sur la justice conditionnelle, tu sais, par contre, la commission du Pérou, quand elle a rendu ses travaux, elle avait le pouvoir de le faire, ça dépend des mandats. Elle a saisi, si j'ai bien compris la chose, elle a remis le dossier à la justice, elle a saisi la justice.
Voilà. Nous, ça fait des années qu'on travaille sur ça pour faire un clin d'œil aux autorités. Voilà, on veut une commission vérité, c'est le plus important. Après, on va... Témoignages, livre blanc, Oui. que les associations en Algérie, dans la décennie noire, avaient beaucoup développé. Livre blanc, c'est pas une association. C'est- Si, on peut considérer ça comme une association. Moi, je sais que c'était, on se réunissait au diocèse. Ah oui. Et, Oui, c'est oui. resté lettres mortes. Pardon? Moi, je me rappelle de cette période où on se réunissait au diocèse. Il y avait. Ah, tu étais là avec nous? J'étais là. On s'est réunis au diocèse, oui. Oui, j'étais là. Mais que devient, parce que c'est en fait, comme madame parlait des commissions, des comités, des commissions vérité, c'est ça? Oui. Au Pérou. Nous, son parallèle en Algérie, c'était ces fameux témoignages, livres blancs. Mais il n'y a pas eu de suite. Et ça a été fait avec un très grand sérieux par la société civile. Voilà. Donc là, quand je devais aller en Algérie cette heure-ci, je devais rencontrer le président du Conseil des droits de l'homme. C'est un nouveau président qui a été mis en place il y a quelques mois, un an déjà, je crois. Et avec son secrétaire général, qui est soi-disant docteur, spécialiste en justice traditionnelle. Donc, au mois de mai, quand on avait été le voir, on avait fait un genre de mémorandum en leur demandant d'appliquer les recommandations de l'allégation générale du groupe de travail sur la disparition forcée des Nations Unies. Donc, oui, ça c'était au février. Quand je suis retournée au mois de mai, on est retourné le voir. Il nous a dit non, ça c'est. Voilà, mon secrétaire général, il est spécialiste en justice traditionnelle. Voilà, c'est comme je vous ai entendu souvent parler de ce processus de justice traditionnelle. Donc voilà, je lui ai demandé d'assister à la réunion pour qu'il vous conseille et tout. Et donc, il nous dit, écoutez, quand à la fin de la réunion, il nous dit, écoutez, vous faites une proposition de projet de commission de vérité ou de justice transitionnelle, comme vous voulez l'appeler. Et le président de Msidanani et le président du conseil dit, je présenterai moi-même au président de la République. Donc, entre autres, mon voyage, cette fois-ci, c'était aussi pour, on avait travaillé sur ce projet et c'était pour aller le lui remettre. Mais bon, sans trop d'espoir, mais bon, si on ne fait rien, on n'a rien. Donc il faut toujours. Pardon? Non. Donc on se dit, même si j'ai pas confiance ni en personne, je sais qu'ils n'auront pas le courage d'aller jusqu'au bout. Et d'ailleurs, le rapport du mécanisme ad hoc qui devait être rendu public, il n'a jamais été rendu public. Il n'a jamais été rendu public. Voilà, sinon, voilà. Cette année était tout content que ne soit jamais rendu public. Et sinon, malheureusement, voilà, en Algérie, on a déposé des plaintes et la plainte a toujours abouti sans suite, plusieurs fois, contre des agents de l'État. Il y a eu un juge qui a été courageux à Tlemcen, dans l'affaire Smahi. Les auteurs de l'enlèvement de leur père, du père des Smahi, là, ils ont été condamnés, mais pas pour disparition, mais pour avoir volé des biens de la famille et pour maltraitance, avoir des biens et tout ça. Ils ont été ils ont été arrêtés, condamnés, je ne sais plus combien d'années de prison, je crois jusqu'à 7, mais ils ont été libérés bien avant. Et on a déposé plainte contre des miliciens, d'autres pas ceux-là qui étaient en France, et ils les ont arrêtés, mis sous mandat de dépôt quelques jours avant la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Et dès que la soi-disant adopté la charte, ils les ont libérés tout de suite. Le lendemain de l'adoption de la charte, ils les ont libérés. La Machih Hadvergan, il n'a jamais été arrêté. Non, lui, il a chopé. Oui. Une dernière question, je pense. Hein? Oui. Oui, parce que c'est Ali avait parlé, coupé le micro. Ils sont sûrs. Ah oui, les gars, c'est lui le reste. Non, c'est pas. Tfadal. Vous m'entendez? Non, je pense que
Vous avez fermé le micro. Sharita, Bon, c'est souvent le cas, c'est que un processus de justice transitionnelle s'inscrit dans le cadre d'un processus de transition politique. Il devrait contribuer à une transition pacifique. Donc c'est souvent le cas. Je ne connais pas de... Je ne sais pas si vous pouvez me corriger, s'il y a des cas de justice, de processus de justice transitionnelle qui ne s'inscrivent pas dans un processus politique. Si, le Maroc, hier. Oui, oui, c'est inscrit dans ce cas-là. Il n'y a pas eu de une transition C'est le changement dans la continuité. Bon, il est vrai que le premier pilier d'une justice transitionnelle, c'est la vérité. Donc, tout un travail de documentation, d'enquête, etc. préalable. Ça, c'est très important. Vient après l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut de cette justice transitionnelle, en fait? Qu'est-ce qu'on veut? C'est pas un luxe. Ce n'est pas parce qu'il y a une transition politique qu'il faut faire. C'est pas parce que en Afrique du Sud il y a eu une justice transitionnelle qu'on va faire cette justice transitionnelle ou en Pérou, etc. Donc, l'un des objectifs principaux, on a l'expérience, c'est qu'il n'y ait pas de retour vers les mêmes exactions, les mêmes violations. Et que les débats autour et durant tout le processus de justice transitionnelle servent à identifier les réformes à même d'empêcher un retour. Ce qui n'est pas souvent le cas dans mon pays. Si un processus de justice transitionnelle n'aboutit pas à des réformes qui empêchent le retour vers les violations des droits, je crois que c'est biaisé. Voilà, c'est biaisé. C'est très bien résumé. Effectivement. Effectivement, le but, c'est toujours de pouvoir amener la vérité. Or, bien que le maître de conférence, il a avec la parole. Alors, je vais me demander si vous posez la question à Mehdi pour que c'est cher des questions. Alors, pose ta question et puis on donne la parole à la dame devant. Et on clôture parce qu'il est 20h et on va être en retard pour le dîner et on va piétiner sur le programme du soir. Justement, sur cette question de justice transitionnelle, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience qui a été menée en Maroc? Parce qu'il y a eu du moins un semblant de justice transitionnelle. Je ne considère pas un expert, mais je peux Oui, en fait, l'expérience marocaine, c'est qu'elle a été limitée par un plafond. Parce que c'est le régime en place qui a voulu le faire. C'est pour un peu tourner la page d'un roi qui est une transition vers un nouveau roi. En fait, c'est très spécifique. Il n'est pas aller jusqu'à ses fins. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de mouvements, il n'y a pas eu de. Donc, pas aller jusqu'au bout pour identifier ceux qui ont été responsables des violations des droits de l'homme durant les années de blanc. Il y a eu des réparations. Mais pas toutes les victimes. Certaines ont refusé, mais certaines n'ont pas abouti. Les réformes, on s'attendait à des réformes. Il y a des réformes qui ne sont pas allées jusqu'au bout. On le voit actuellement. Il y a un retour. C'est ce que je me disais. Un processus de justice transitionnelle qui n'aboutit pas, qui ne va pas jusqu'au bout, qui ne propose pas de réformes, qu'il n'y ait pas de retour. Je crois qu'il y a un problème dans ce processus-là. Et ce n'est pas une référence. Pour être référence sur certains détails, mais pas, ce n'est pas que ce serait une bonne référence. Et puis d'ailleurs, les expériences qu'on a vues dans ce cas de figure, quand un régime lui-même
propose, accepte une justice transitionnelle, c'est bien. Mais l'autre le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas de garantie qu'on aboutisse à des réformes qui garantissent un nombre de tours. Merci pour ces précisions. Alors, la dernière question est... oui, devant. Chez la dame. Non. Attends le téléphone, posez la question, après on va pêcher. Ah, il n'y a pas de souci. C'est pour la noire. Bien, c'est pour la noire. Pas que tu les gars. C'est toi qui l'as dit d'écrire. En plus, c'est vrai. Il y a des questions et après, je sais pas son avis. Moi, c'est juste pour vous dire mon ressenti un petit peu, puis après pour poser certaines questions. Je sais qu'il n'y aura pas de réponse. Donc voilà, en fait, voilà, je suis un peu entre deux sentiments, l'espoir et le désespoir. On compte sur la loi, parce que depuis tout à l'heure, on parle de la loi, pour la protection des droits humains, même à l'échelle internationale. Il n'y a pas que l'Algérie ou quoi que ce soit. Je pense que tous les pays sont concernés, surtout les pays dans le mains. Voilà. Donc, entre le désespoir et l'espoir d'y arriver un jour, mais hélas, est-ce que chaque loi faite, écrite et bien pratiquée, voilà, pour respecter? Voilà. Moi, je pense, quand on parle de l'histoire, de tout ce qui se passe, avec mon vécu, avec voilà, ce que la plupart d'entre nous ont vécu dans son propre pays, bien sûr. Je pense que le système n'attend pas qu'il y ait une loi déjà pour passer un acte. Ce qui veut dire autrement, donc c'est des systèmes dictateurs qui oppriment ou privent les populations de leurs droits, même minimes. Sinon, on ne serait pas là aujourd'hui. Chaque personne, citoyen qui a subi une injustice, même grave, dans les kidnappings, dans les meurtres, je pense qu'ils ne peuvent rien faire, malheureusement. S'ils essayent de plaider justice, ça finit mal, parce que, voilà, encore une fois, le peuple n'a aucun droit au jour d'aujourd'hui. On parle, on dit les choses, déjà c'est bien, je vois bien ce que notre monsieur il a dit tout à l'heure, il a dit j'aimerais bien, on parle, c'est bien, mais il n'y a pas quelque chose de baguette magique en fait, pour qu'on pratique. Malheureusement, déjà ça, je pense que c'est le commencement d'un combat, c'est bien, on parle, on dit les choses, la transparence, puis après j'espère que la génération à venir, elle va pouvoir, parce qu'il y a toujours l'évolution des choses. Peut-être eux, ils vont avoir, avec leur cerveau, je ne sais pas, ils vont avoir une idée magique pour passer des choses à l'acte. J'espère, pourquoi pas, même nous, un jour, on va y arriver. Mais ça, en fait, c'est le côté théorique. Et j'espère qu'un jour, il y aura le côté pratique. Mais ce que je sais maintenant, ce qu'il a dit notre artiste, qu'on appelle Mathieu Modeste, tu dis tu meurs, tu dis pas tu meurs. Moi aujourd'hui, c'était pas un Jaoud, tu parles, tu meurs. C'est Mathieu qui me l'a appris. Tu parles, tu meurs, tu tais, tu meurs, parle. Tu meurs, on va dire tu meurs. On est en train de dire les choses en toute transparence. C'est déjà un combat, je pense. Voilà. Merci à tous pour votre présence, vos contributions. Histoire de clôturer cette table ronde. Disons tout simplement que la justice ne peut pas tomber du ciel, il faut qu'il y ait des gens qui la défendent. Et pour la défendre, il faut en parler, il faut débattre. Parfois, le chemin peut être très long. Parfois, on ne voit jamais le bout du tunnel. Mais s'il n'y a personne pour le faire, ce tunnel ne se creusera jamais. Donc il faudra le faire. Merci à tous. C'est l'heure du dîner. Et puis n'oubliez pas, à partir de 21h, nous parlerons d'ingérence étrangère dans les pays du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient.